Quand un jeu vidéo embrasse des thématiques de société, on ne peut plus l'analyser comme le font les magazines de jeux vidéo simplement en donnant une note sur 20. Je vous propose d'analyser Hades 2 avec ma nouvelle grille Ipséité. Hades 2 vient de sortir discrètement en accès anticipé. Moi qui étais fan du premier jeu du même studio, je me suis laissé tenter par ce nouvel inframonde. Vous incarnez Mérinoé, qui a pour mission de se venger de son grand-père Chronos qu'elle n'a jamais rencontré. Au début j'étais dubitatif sur cette nouvelle héroïne et son design étrange, mais très vite j'adhère à son gameplay et puis à son histoire, à ses relations avec les autres personnages du jeu. D'ailleurs à cet endroit, le jeu a un délicat parfum de Life is Strange, qui était déjà un petit peu woke, et d'ailleurs ça allait très bien avec son univers estudiantin. Mais ici, dans Hades 2, on a un univers de dark fantasy qui reprend la mythologie des dieux grecs, et vous enchaînez des tentatives pour aller buter Chronos, qui est le dieu du temps et qui est donc immortel. Quand vous perdez dans Hades 2, vous revenez à la case départ, avec à chaque fois des bonus en plus pour des nouvelles tentatives d'aller battre Chronos. Donc théoriquement, vous pouvez finir le jeu en 1 heure, mais le jeu est tellement difficile qu'il va vous falloir recommencer plusieurs sessions. Vous tentez d'aller battre Chronos, vous perdez, game over, vous recommencez, vous tentez d'aller battre Chronos, vous perdez, vous recommencez. Vous arrivez enfin à un premier boss très touchant, c'est votre instructrice qui vous fait passer un dernier test pour savoir si vous êtes à la hauteur pour aller battre Chronos. Le jeu continue, bim bam boum, jusqu'au deuxième boss, un groupe de sirènes qui chantent et jouent de la musique. Le combat est très chouette, la musique aussi, mais. Je me rends compte maintenant, depuis le premier jeu Hades, le wokisme a progressé d'un cran. Déjà dans Hades 1, il y avait ce choix graphique concernant Aphrodite, la déesse de l'amour. Dans n'importe quel jeu japonais, Aphrodite aurait été une poupée bimbo hyper réelle, faisant fantasmer le joueur, permettant de vendre des figurines sexy ou des oreillers pour se frotter le pipou. Non, dans le premier Hades, Aphrodite avait cette tête, et ce visage m'inspirait personnellement plus de méfiance que d'amour ou de désir. Et c'était une bonne chose. Dans un monde où tout le monde a compris que les boobs ça pouvait faire vendre, eh bien le bon wokisme décide de ne pas hypersexualiser des femmes sans raison. Et ceci ouvre la porte à un public de gameuses qui peuvent s'identifier à des personnages féminins qui ont été réhumanisés au-delà de l'objet du désir. Dans ce Hades, premier du nom, il y avait déjà des relations assez matures et complexes entre les personnages. Il y avait cette rivale qui en pensait pour le héros, il y avait des amitiés à nouer avec les dieux, il y avait la tyrannie du père à vaincre, encore et encore jusqu'à qu'il lâche prise et que la mère puisse revenir au foyer. Au final, il n'y avait pas de bon ou de méchant, il y avait juste une famille à recomposer. Une justice non pas punitive, mais restaurative. Et je ne parle même pas de la diversité ethnique et culturelle des personnages rencontrés, c'est ce qui donnait aussi ce bon wokisme. Et dans la suite de Hades, je trouve que quelque chose y allait encore plus loin. Vous incarnez donc Mérinoé, un prénom très féminin pour une femme assez masculine. On dirait qu'elle n'a pas de seins mais des pecs. Est-ce un clin d'œil à la transsexualité ou est-ce un moyen pour chaque genre de pouvoir s'y identifier? Remarquez aussi qu'elle a une couleur de peau assez neutre, donc peu importe la vôtre, vous pouvez théoriquement vous identifier. Après moi je m'identifie pas à des personnages avec leur couleur de peau, je m'identifie à des personnages qui soient blancs ou noirs quand je comprends leur motivation et leurs sentiments. Par exemple dans The Walking Dead, j'étais très touché, ému par le personnage principal, alors que c'était un black, quoi, mais il était tellement bien écrit que je pouvais me reconnaître dans ce personnage. Donc c'est pas ça qui va me séduire avec ce nouveau personnage dans Hades 2, et heureusement du coup que sur ses motivations, je comprends très vite les enjeux de cette héroïne qui devient très sympathique. Pour finir sur son apparence, malgré sa robe courte, elle n'est pas sexualisée. Il n'y a rien dans son visage ou sa posture qui indique qu'à un moment, elle serait un objet de désir pour les hommes. Nous avons là une héroïne qui ne se définit pas par le regard masculin sexualisant, ce que les woke appellent le male gaze. Le propos de l'œuvre n'est donc pas qui veut la baiser. Hades 2 est un safe space au-delà de tout enjeu sexuel. En plus d'être un safe space, j'ai eu un sentiment particulier lorsque j'ai lancé le jeu et que l'héroïne est apparue à l'écran. Avec cette musique qui reprend les sonorités du premier opus, je me suis dit je connais cet endroit. Oh, je suis de retour à la maison. Et très vite, le fait de retrouver les anciens dieux du premier opus participe aussi à ce sentiment de grande retrouvaille de famille. Ce qui fait qu'on se sent bien dans l'univers de Hades 2, c'est le sentiment de famille. Dans le hub principal du jeu, des personnages masculins sont encore là, mais ils sont légèrement en retrait, comme s'il fallait que leur puissance à eux soit déconstruite pour que le nouveau monde soit maintenant décidé par des femmes fortes. Et ce monde de femmes n'est pas sans rivalité, que ce soit avec l'instructrice, la guerrière ou la pétasse qui pue,
ou Scylla la sirène, parlons-en de cette sirène. J'adore ce boss autant que je la déteste. Le combat est très chouette, la musique aussi. Ce qui m'agace par contre, c'est que dans un univers qui se veut aussi mature, me taper régulièrement la rencontre d'une chanteuse naïve, tarée et surpuissante, c'est vraiment agaçant. Si encore c'était un demi-boss, non là c'est un vrai boss de zone. En fait c'est comme si on avait donné des armes à feu à des enfants qui en font n'importe quoi sans jamais en payer les conséquences. Tous les autres personnages féminins du jeu ont dû s'entraîner, prendre cher, grandir pour gagner en puissance, car l'univers du jeu est éprouvant et douloureux. Mais là, à chaque fois que je recroise Scylla, elle dit « Alors elle est comment ma musique? Alors t'aimes bien ma musique ?» Elle me fait péter un câble en fait. Pourquoi est-ce que t'as pas pris cher comme les autres? Comment est-ce que tu peux te permettre d'être aussi naïve dans un monde aussi brutal? C'est comme si ce personnage trichait et pouvait trahir les règles de l'univers du jeu parce que ta gueule c'est magique. Dans un autre jeu que j'avais adoré, Nier Automata, les humains ont disparu, les robots ont envahi la Terre. Puis ils ont étudié qui étaient les humains, jusqu'à se mettre à les imiter, et à reproduire ce qui a mené l'humanité à sa perte. Il y avait cette rencontre mémorable avec Beauvoir, une chanteuse d'opéra robotique qui était obsédée par son amoureux Jean-Paul. Elle essayait de se faire belle pour lui, jusqu'à manger sa propre espèce pour s'en faire des bijoux, mais Jean-Paul était tellement à fond dans la philosophie existentialiste que, On bat les couilles, frère. ignorée par son amoureux, Simone est devenue tarée, et vous devez la battre avant même de comprendre qui elle était. Beauvoir avait payé le prix d'être dans l'univers de Nier Automata. Elle était abîmée et destinée à mourir avant même d'être comprise. Et cette formule-là, elle résume bien Nier Automata. Abîmée d'abord, conscientisée après. Bref, quand un personnage ou un destin est justifié par l'univers du jeu, alors ça passe très bien. Ça évite la dissonance du « ta gueule c'est magique ». Et « ta gueule c'est magique », ça marche très bien dans des mondes de fantasy, dans des mondes de bisounours, mais Hades 2 est un jeu de dark fantasy. C'est pourquoi le design et l'identité de Scylla la sirène me semblent être perchés au-dessus des contraintes de l'univers du jeu. Et donc s'il y a un aspect du wokisme dont je peux partager la critique, c'est sur cet aspect bisounours déconnecté des contraintes du monde. Peut-être que ce boss gagnera en profondeur par la suite, mais pour l'instant à chaque fois que je la recroise, ça me semble toujours de plus en plus superficiel. C'est comme un caprice que je dois supporter encore et encore. Ça veut dire que c'est pas au boss de payer le prix de son existence dans l'univers du jeu, c'est à moi en tant que joueur de payer le prix de l'existence de ce boss dans l'univers du jeu. C'est un peu comme si dans cet endroit au sentiment de maison, de retrouvailles de famille, je devais à chaque fois me taper les caprices d'une enfant roi qui casse les couilles à tout le monde et à qui personne ne dit de se taire pour ne pas la vexer. Comment ça se fait qu'elle a le droit de casser les couilles à tout le monde comme ça en fait? C'est la limite des safe space quand ils sont trop protecteurs. Une personne immature peut prendre le pouvoir pour ne pas avoir à grandir. C'est le seul petit point faible que je trouve à Hades 2, ce point de dissonance entre dark fantasy et fantasy. C'est pas très grave, hein, c'est qu'un inframonde, probablement l'un des meilleurs sortis cette année, son univers va faire du bien à beaucoup de gens je pense, mais c'est pas parce que ça fait du bien que c'est sain au regard du vivant. Un safe space n'est pas forcément un sanity space. Et c'est là qu'on va passer Hades 2 à travers la grille d'analyse ipséité. Alors, au niveau de la connexion humaine, les personnages se traitent comme des sujets, respectueusement, avec une petite pointe d'altérité pour cette espèce de safe space dans lequel on retombe après chaque session de jeu. Je précise aussi que le jeu est en accès anticipé, c'est-à-dire qu'il n'est pas terminé et que le studio attend les feedbacks des joueurs pour terminer le jeu. Il va y avoir plusieurs grosses mises à jour comme ça, qui vont permettre aux développeurs de construire les meilleures dernières améliorations possibles à la formule avec les demandes et les retours des joueurs. À cet endroit-là, le studio traite ses joueurs non pas simplement comme des clients sujets, mais comme des altérités. On a du gagnant-gagnant, votre feedback est souhaitable. D'un point de vue du triangle de l'intelligence, alors c'est un jeu assez nerveux d'un point de vue intelligence sensorielle, il est très bien développé car les combats sont immédiats, les bruitages c'est presque de l'ASMR tellement ça nous chatouille bien sensoriellement. Le jeu est très bien construit en termes de sensations. En termes d'intelligence émotionnelle aussi, on a une vraie bienveillance émotionnelle des personnages, on a souvent des petites phrases comme tu es en sécurité ici, j'espère que ça va pour toi, etc. Il y a tout un contexte de sécurité émotionnelle si j'ose dire. Au niveau intelligence mentale, vous construisez vos pouvoirs comme on construit un deck de cartes, mais on va pas abuser, ça casse pas trois pattes à un canard. Le scénario depuis la première phrase c'est d'aller buter Chronos, et pour l'instant là où j'en suis, il n'y a pas eu de retournement de situation, il n'y a pas eu de complexification incroyable, donc non, il n'y a pas vraiment d'intelligence mentale dans ce jeu-là. On n'est pas là pour réfléchir, on est là pour enchaîner des sessions de jeu sans réfléchir. D'un point de vue du triangle dramatique, puisqu'on a deux types d'intelligence avant qui sont présentes,
On en a 2 sur 3. Alors, il n'y a pas de triangle dramatique. Parce que victime, bourreau, sauveur, ça n'existe que quand vous n'avez qu'une seule type d'intelligence juste avant. Là, on en a 2. Donc, même si le jeu tombe dans un pattern où Chronos serait le bourreau, Mérinoé serait la sauveuse et la famille serait la victime, la présence d'intelligence émotionnelle va faire que le scénario va quand même être plus riche que ça. Dans le dernier niveau, j'ai recroisé Hades, le père de l'héroïne, donc même s'ils sont capturés, on peut encore les croiser et relationner avec eux. Et sur l'aspect woke, même si la puissance masculine a été mise de côté, je n'ai pas senti non plus un espèce de man-bashing. L'univers est suffisamment riche et intéressant en tant que tel pour ne pas avoir besoin d'un bouc émissaire. C'est ça, en gros, j'ai pas vu de bouc émissaire. D'un point de vue de l'attitude, quand vous commencez à jouer, vous êtes vraiment en mode ratatouille, vous comprenez rien, vous faites n'importe quoi, vous vous faites éclater par le jeu plusieurs fois de suite, et petit à petit, des choses vont entrer, vous allez grossièrement comprendre toutes les mécaniques, vous allez faire des percées, enchaîner 2-3 boss d'un coup que vous aviez jamais vu avant, et quand vous prenez en main le jeu à cet endroit-là, ça devient très jouissif, parce que chaque session est un nouvel apprentissage, et petit à petit, vous commencez à avoir une maîtrise nuancée du jeu, comme vous connaissez tout dans les moindres recoins, et enfin vous arrivez à finir des sessions. Donc ici, l'attitude du joueur par rapport au jeu, on est vraiment dans un processus d'apprentissage ludique et continu, donc moi quand l'apprentissage est valorisé, ça me fait kiffer en fait. Ensuite, au niveau détente du slip, alors évidemment tout jeu vidéo c'est du doudou magique, d'accord? C'est du doudou magique, c'est le niveau de la peur sur l'échelle de Hawkins, le niveau 100. Mais c'est un jeu qui a toute une fenêtre en fait qui part du doudou magique, qui joue sur le désir aussi, le désir de cumuler un maximum de sortilèges avec une bonne synergie pour tout exploser. C'est un jeu où il y a beaucoup de dents et dents aussi, les combats sont immédiats, directs, jouissifs, et dès qu'on se fait dégommer dans une session, on n'a qu'une envie, c'est de recommencer pour tout péter. Au bout d'un moment, on atteint un niveau de puissance et de synergie tellement ouf, on a vraiment ce sentiment très orgueilleux de tu vas faire quoi, on débarque dans une pièce, on dégomme tout le monde en 3 coups, et je crois qu'une œuvre ne peut pas dépasser ce stade. En tout cas, je crois qu'un inframonde ne peut pas dépasser ce stade. Par contre, le fait que les développeurs du jeu soient ouverts au feedback, ça fait monter l'œuvre au niveau du courage et du lâcher prise. Le jeu est dans un développement continu qui demande aux développeurs de lâcher prise de certaines bonnes idées qu'ils pensaient avoir eu à voir, car au final, c'est les joueurs eux-mêmes qui seront les plus à même à juger de la qualité d'un inframonde, donc on arrive même jusqu'au niveau de l'écoute sur l'échelle de Hawkins, d'accord? Ça n'arrive pas pour autant au niveau de l'expression, car les joueurs eux-mêmes ne peuvent pas s'exprimer à travers l'œuvre. Mais c'est déjà très bien comme grande fenêtre sur cette échelle de détente du slip. Au niveau de la danse de l'amour, pour ce qui est du gameplay, on est dans le toi-recevoir. Toutes les sessions du jeu consistent à aller dégommer. Après chaque chambre vaincue, on reçoit un cadeau des dieux. On est donc dans le moi-recevoir, qui donne un peu une sensation de troc. À chaque fois qu'on rentre dans une pièce, il faut performer un toi-recevoir pour mériter un moi-recevoir. Pour ce qui est au-dessus du niveau de 100, on est dans une danse de donner et se donner, d'accord? Les développeurs se donnent avec ce jeu et les joueurs donnent du feedback. On a là une danse très intéressante et j'ai hâte de voir le résultat de cette synergie. Au niveau de la résolution du ouin-ouin, jusqu'où ça arrive? Étape 1, croire que ça fait ouin-ouin. Oui, toute votre sororité de femmes vous disent « ça fait ouin-ouin, Chronos a capturé ta famille, on va pas rester là sans rien faire ». Numéro 2, écoutez le ouin-ouin grossièrement, il faut aller buter Chronos. Étape 3, réaliser la valeur profonde derrière ce ouin-ouin. La valeur profonde, ça va être quelque chose comme « ma famille que je n'ai jamais connue a été capturée par un grand-père que je n'ai jamais connu et dont je dois me venger. Est-ce que je peux vraiment me venger sans connaître vraiment ce qui s'est passé? Et connaissant le studio, alors la fin du jeu n'est pas encore arrivée, mais il y a moyen que la question finisse par se transformer, peut-être sur un comment pardonner ou comment réconcilier une famille aussi compliquée. Au niveau de la prédation sensorielle maintenant. Alors déjà, simplement pour y avoir goûté, le jeu a passé le filtre de l'infra-réalité pour arriver dans ma réalité, d'accord? Ce n'est pas du bruit, ça a été du signal. Et pour captiver autant mon attention, ce jeu a dû jouer sur des cordes hyper réelles. Je vous ai parlé de l'expérience sensorielle qui nous est offerte par ce jeu. Et bien d'un point de vue sonore, il y a comme une extase constante, avec aussi des moments de respiration et de contemplation. C'est un monde très bien hyper réalisé, si j'ose dire, qui flirte parfois avec la saturation quand il y a beaucoup trop d'informations à l'écran ou auditivement. C'est là où le jeu peut sembler injuste à certains moments et peut nous faire rage quit en sélection naturelle, d'accord? Quand ça devient trop saturé, eh bien ça redevient une forme de bruit. Ensuite, d'un point de vue des langages de l'amour, est-ce que c'est un jeu qui met en avant les services rendus? J'ai envie de dire non. Il n'y a pas de quête comme dans beaucoup de jeux où tu dois rendre des services à des personnages, leur apporter ceci, cela. Je ne me souviens de rien de comme ça dans Hades, donc je mettrai pas du tout.
D'un point de vue du contact physique, il y en a un petit peu parce qu'il y a des animaux de compagnie dans le jeu et on peut les caresser, leur faire des petits papouilles. D'un point de vue des moments de qualité, alors c'est intéressant parce que, à force de faire des cadeaux aux personnages, on déverrouille parfois des scènes privées avec eux. Donc à la fois d'un point de vue scénario, je dirais que oui, il y a des moments de qualité qui sont amenés, mais aussi en tant qu'expérience de jeu, le jeu est suffisamment intensément bien fait pour vous offrir du moment de qualité. D'un point de vue de la valorisation sociale, on a vraiment un bel univers émotionnel, très accueillant, très soutenant, très tu es à ta place ici, tu es sécure ici, reviens ici quand tu veux, tu as fait de ton mieux, tu réussiras la prochaine fois. Et même les personnages qui ne vous aimaient pas au début finissent par vous soutenir. Et enfin, d'un point de vue cadeau attentionné, c'est un jeu où on peut faire des cadeaux à tous les personnages pour augmenter votre complicité, votre intimité avec eux. Et c'est ce genre de choses aussi qui favorise, je crois, un public plus féminin sur un jeu qui pourtant est un gros jeu de bagarre. Bien, au niveau de la violence de l'univers. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là, yin, yang, machin là? C'est très simple, vous avez une goutte d'eau qui tombe sur un lac. La goutte d'eau qui impacte, c'est la violence yang, et les ondes qui se diffusent et qui reviennent et qui rebondissent entre elles, c'est la violence yin, d'accord? La violence yang impacte dans un premier temps, la violence yin impacte dans un second temps. Et dans ce jeu, comme dans la majorité des œuvres de culture au monde, c'est une violence yang Chronos qui a capturé la famille, et vous faites partie d'une sororité de violence yin bisounours qui doit aller buter le cul de Chronos pour lui rendre la monnaie de sa pièce. Donc c'est une violence yin réactive qui a pour but de rétablir l'harmonie. Ça c'est le gros problème de la culture avec des gentils et des méchants, où c'est toujours le méchant qui commence par faire un acte mauvais et les gentils qui doivent réagir pour rapporter l'harmonie. Parce que ça donne une vision du monde où la violence yang est dévalorisée et méprisée, et où la violence yin, la violence de réseau, de commérage, où cette violence-là serait plus souhaitable que la violence yang. Pour moi, aucune n'est plus souhaitable que les autres. Les deux sont légitimes et il y a très peu d'œuvres dans lesquelles la violence yang est favorisée, parce que dès que vous avez un personnage comme ça qui va être, par exemple, un anti-héros, on appelle ça un anti-héros, un mec avec une violence yang, c'est-à-dire c'est un mec qui ose poser ses couilles, c'est un mec qui ose jouir de la vie, se servir des ressources qu'il trouve dans le monde. Et souvent ces personnages-là sont punis à la fin du film. Donc c'est un biais culturel très intéressant pour goûter à des œuvres. Moi perso, depuis que j'ai compris ça, j'ai une certaine lassitude des œuvres avec une violence yin décomplexée, où il faudrait encore punir un yang. Et cette violence yin réactionnaire là, le problème quand on baigne dans une culture de ça, c'est qu'ensuite on croit pas qu'on a le droit de porter nos couilles. C'est qu'ensuite on croit pas qu'on a le droit de réussir. On croit qu'on doit être au service des autres. On croit qu'il y a des méchants dans le monde. On croit qu'on doit être en réactance aux mauvaises actions des autres. On croit pas qu'on peut être acteur de notre vie. Être acteur de notre vie, c'est se réapproprier son énergie yang. C'est être soi-même la goutte d'eau qui impacte. Et un impact peut être positif. Il peut exister une violence yang positive. Et je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas beaucoup d'œuvres qui mettent en avant les vertus de yang. On va beaucoup trouver ça dans le développement personnel. Le développement personnel, c'est du gros yang positif. En tout cas, ça essaye d'être ça. Mais vous voyez que c'est pas évident parce que c'est souvent critiqué. Les mecs qui font du dev perso sont souvent traités de connards, alors que c'est simplement des gens qui osent agir de manière non réactive, mais proactive. On arrive à la digestion de la baise. Alors, considérant que tout ce qui nous arrive, c'est de la bonne baise ou de la mauvaise baise, ou de l'overdose de baise ou de l'absence de baise, et que l'enjeu fondamental de l'être humain, c'est la digestion de la baise. Alors cette métaphore vous parle ou pas, et je connais beaucoup de gens à qui ça parle, je connais beaucoup de gens à qui ça ne parle pas du tout. Ne croyez pas que c'est pour sexualiser quelque chose, mais il y a vraiment des gens, et j'en fais partie, pour qui ces mots-là font vraiment sens. Donc si c'est pas votre cas, il n'y a pas de souci, d'accord? Mais je vous dis juste comment c'est pour moi. Hades 2, c'est de la bonne baise, et toutes les mauvaises baises sont justifiées, tous les game over sont des apprentissages, donc même la série de mauvaises baises reste une bonne baise dans la durée. C'est un jeu qui est très bien gamifié pour éviter toute frustration. D'un point de vue origine de l'action, puisque c'est un jeu très basé sur la réactivité du moment présent, eh bien, on est dans un désir qui s'approche de l'être. C'est que j'ai pas le temps de penser à autre chose, je suis forcé par le jeu à me rendre disponible à ce qui se passe maintenant, parce que chaque seconde compte, chaque seconde d'inattention, je la paye. Très vite, le jeu vous éduque à être là, ici et maintenant, et vous fait vivre une alternance entre l'extase des combats, la contemplation du souffle de silence qui vient juste après. Alors évidemment, puisque ça reste un inframonde, ça n'atteint jamais le niveau de l'être, mais il y a beaucoup de jeux, on y joue, c'est chiant, et on y joue avec l'espérance que plus tard le jeu sera mieux. Et ça, c'est des jeux qui jouent beaucoup sur le manque et la frustration. Là, dans Hades 2, le moment présent est vraiment bien vécu. On n'a pas envie d'être dans le jeu 10 heures de jeu plus tard. On est très bien dans le jeu au moment où on y joue. C'est pour ça que je place le curseur entre désir et être, mais sans jamais atteindre l'être, puisque l'être, c'est dans votre vraie vie, d'accord ?
D'un point de vue ancrage de la vérité, que peut-on dire ici? Eh bien, on est dans la partie mirage, hein. C'est un inframonde, on est dans un mirage, on est dans le rêve de quelqu'un. Tout ce qu'on est en train de vivre là ne touche pas terre. Et il y a une petite progression jusqu'à la maîtrise de cet inframonde et aussi jusqu'à la sortie de cet inframonde, c'est-à-dire quand on en a marre. Cela dit, avec l'aspect feedback des joueurs, on arrive un petit peu plus dans le vrai monde, on arrive un peu plus dans la réalité vécue, mais encore faut-il que vous-même vous preniez l'initiative d'envoyer un feedback aux développeurs. D'un point de vue de la relation narcissique, c'est simple, dans chaque couple, la personne la plus narcissique domine. Eh bien, entre l'héroïne et Chronos, on a une relation homme-bête, femme-objet. Homme-bête, pourquoi? Parce que ce mec se permet tout. Il a conquéri le trône, il a vaincu tout le monde, il fait ce qu'il veut, il a posé ses grosses couilles, c'est le roi. Et vous qui devez essayer d'aller le détrôner, puisque c'est le dieu du temps, parfois le mec, pendant que vous essayez de le rejoindre pour le battre, eh bien il vous stoppe, il arrête le temps, il se fout de votre gueule, et après il vous laisse continuer. Et le fait de voir le temps se stopper comme ça avec son propre personnage, on se sent vraiment utilisé comme un objet. On sent vraiment un décalage de puissance démesuré qui participe à ce sentiment de homme-bête et femme-objet. Et le but, ça va être de sortir de cette relation toxique pour pouvoir peut-être remettre les choses à plat tout au centre, sans domination narcissique, un endroit où on est tous égaux, où on peut tous respirer. D'un point de vue de la spirale des valeurs, alors un être humain, ça a des valeurs. On a clairement un gros niveau de la puissance avec ces affrontements très péchus. Et c'est de la puissance qui se veut évolutive, il y a donc une certaine forme de science et de progrès que vous pouvez accomplir. À chaque fois que vous perdez, vous revenez dans le hub. Ici, on a un safe space dans lequel règne l'ordre. La violence est interdite. Il existe un cahier des prophéties dans lequel toutes vos actions possibles sont écrites avec des récompenses à la clé, notamment battre Chronos, mais il y en a d'autres. Donc tout ce que vous allez réaliser est déjà écrit, prophétisé dans ce texte sacré. Donc voilà, le jeu se situe surtout dans ces trois niveaux-là, avec une petite pointe au niveau de la relation, car d'un point de vue scénaristique, le jeu pose un contexte très favorable à un développement relationnel avec les personnages. Cependant, le problème avec ce niveau des relations, c'est qu'on ne relationne pas avec un inframonde. Un inframonde, c'est le mirage de quelqu'un. On ne relationne pas avec un mirage. On relationne avec des vrais humains. Donc le jeu ne peut que vous donner l'exemple de safe space, mais ne pourra jamais vraiment atteindre ce niveau, ni en montrant l'exemple d'une famille recomposée dans un beau mirage. Mais peut-être que dans la vraie vie, c'est plus difficile de faire la paix avec sa famille que dans un jeu vidéo. Ok, maintenant passons à l'utilisation de la matrice. Ça tombe bien, Hades 2 en tant qu'inframonde est une matrice assumée. Si vous vous ennuyez, Hades 2 est là pour vous. Vous allez y jouer encore et encore. Vous allez revenir en arrière car vous allez perdre. Vous allez recommencer encore et encore. Les parties sont de plus en plus intenses. Vous allez arriver parfois à une saturation. Et d'un coup, vous allez rage quit. Car investir autant son attention et ses sensations dans un inframonde qui se moque autant de vous, au bout d'un moment, ça fait péter un câble. Donc Hades 2 est un bel art minorant. Si vous n'y goûtez pas, vous ne perdrez rien. C'est pourquoi je ne vous le conseille pas malgré le fait que je l'ai adoré. Enfin, d'un point de vue du momentum, dans la vie, on a des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas. En général, j'ai pas besoin d'aller dans un inframonde, c'est pas assez, j'ai besoin de vivre le vrai monde. Par contre, quand je suis dans mon pas en arrière, c'est là que je tombe le plus souvent dans des inframondes, et je dois avouer que Hades 2, ça a eu vraiment un effet avant tout de doudou magique, et je ne saurais pas dire si ça m'a fait plus de bien que de mal, je ne saurais pas dire si ça m'a plus nourri que fait perdre mon temps. Pour l'anecdote, le boss final du jeu, c'est Chronos, le dieu du temps. C'est un jeu qui vous invite littéralement à tuer le temps. Voilà, c'était mon analyse de coach sur Hades 2. Alors évidemment, mon outil d'analyse est plus fait pour analyser des êtres humains dans la vraie vie. Fatalement, le jugement final paraît peut-être un peu péjoratif, puisque je ne peux pas valoriser un inframonde par rapport au monde. Mais si comme moi, plutôt que de vous ennuyer ou d'accueillir le vide, vous préférez la stimulation d'un inframonde, vous allez probablement adorer ce jeu. Si vous voulez en savoir plus sur cette évolution des valeurs humaines, la formation Spirale des valeurs est en pré-vente en description. C'était Trigger pour Institut Pséité. J'espère que cette analyse d'inframonde vous a plu et ne vous a pas fait perdre votre temps. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.